En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Esprit Montagne vous accueille depuis son plateau entre Vercors, Chartreuse et Beldonne pour voir plus haut vers le Cirque Blanc, vers tous les massifs et vers tous les acteurs du développement de la montagne avec le tout bronzé Laurent Davier. Bonsoir. C'est un joli métal qui brille bien aussi. Oui. Rédacteur en chef de Ski Chrono, merci d'être là. On va dézoomer ici sur cet hiver sans remonter avec l'organe de promotion des bienfaits des cimes France Montagne avec André Périlla, bienvenue. Bonjour. Vous êtes aussi le maire du Grand Bornand. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Donc vous êtes président de la commission presse et médias à France Montagne. Et puis on va aussi zoomer cette fois sur la raquette, le gros boom de l'hiver avec TSL et Cécile Chapaz. Bonsoir. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être là, directrice commerciale à TSL, donc le leader mondial des raquettes à neige en plastique. Mais on a ici des vieux modèles et on va refaire un petit peu le chemin de cet appareil qui a si bien marché. C'est le tube de l'hiver, Ouais. la raquette. Voilà. Bah, TSL, c'est pas que ça, on verra Non, d'ailleurs non. avec vous. Il y a aussi des bâtons télescopiques, on parlera de toute votre activité. Mais d'abord, on va s'intéresser à la compétition dans le grand angle. Et c'est le ski alpin avec un joli duel en perspective. Ça se resserre, hein? Oui, on est dans le money time là entre Alexis Pinturo et le Suisse Marco Odermatt pour le gros globe de cristal. L'avance d'Alexis Pinturo fond comme neige au soleil. Il n'a plus que 81 points d'avance avant les 6 dernières épreuves. Alors on peut le voir, Alexis, à là, c'était à Bansko en Bulgarie. Pas trop mal. Non, mais il avait pas mal. fait un bon week-end. C'était un peu plus compliqué dans le Super G de Salzbar le week-end dernier, où il a terminé 15e alors qu'Odermatt a gagné. Voilà, donc tout va se jouer, je pense, en Suisse au final à Lenzerheide. Je mettrai un petit ballottage favorable pour le skieur de Courchevel, qui a quand même un peu d'avance et qui a des épreuves plus favorables, avec notamment, j'allais dire, le slalom que ne dispute pas Odermatt. Donc voilà, ça va nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Et la cerise sur le gâteau serait qu'il soit sacré le 20 mars, le samedi 20 mars. C'est le jour de son anniversaire, Alexis. Allez, Voilà. c'est son année, on Voilà. l'avait dit. Mégara Odermatt, donc en position de chasseur. Hein. Il y a eu d'autres résultats aussi pour les Français, puisque Mathieu Bellé a connu son premier podium en Super G à Salzbar. On avait des belles images Oui. d'Odermatt justement à Salzbar. C'est quand même l'homme en forme. C'est l'homme en forme, il revient comme un boulet de canon, le jeune Suisse, et il faut assez qu'Alexis convertisse cet avantage, parce que les prochaines saisons, le Suisse Odermatt sera vraiment un gros client pour le gros globe de cristal. Absolument. Et depuis Lucho, Alphand. Et oui, depuis Lucho en 97, un Français n'a pas remporté le gros globe de cristal. Il y a eu Michel Jacot en 70, ça ne nous rajeunit pas, mais 70, Michel qui a remporté chez les femmes. Jean-Claude Killy 2 fois, 67 et 68. Donc ça vous place un petit peu la dimension de l'exploit que réaliserait Alexis Pinturo en devenant le 4e Français à décrocher ce gros globe de cristal. Ne serait-ce que pour accompagner la révélance de JB. Oui, on a appris cette semaine la retraite dorée de Jean-Baptiste Grange, double champion du monde de slalom en 2011 à Garmisch et en 2015 à Beaver Creek. On voit, c'est celui-là, on voit d'ailleurs. des images. C'est le Voilà. titre de Beaver, J'ai celui-là. un petit pincement au cœur parce que j'étais dans l'air d'arrivée et c'est un des plus beaux moments sportifs qui m'était donné de vivre. Ah, vraiment? Ouais, c'était fantastique. JB, c'est quelqu'un qui est grand dans la victoire comme dans la défaite. C'est un grand monsieur, il est un grand sportif, un exemple, c'est une légende. Et j'espère qu'il va inspirer beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de dramaturgie en plus ici. Ouais, sur ce slalom. il tombait des pizzas, c'était le dernier jour des championnats du monde, on s'y attendait pas vraiment et ça nous tombe dessus comme ça. C'était vraiment une grande journée de bonheur. Numéro 14 comme Killy. Comme Killy à Grenoble. C'est les bons dossards.
Bah voilà, et maintenant La il va grande classe, c'est la ça, grande JB. classe, Ouais. la classe internationale JB. Il va vivre maintenant une autre aventure. Il est papa d'une petite Lily Rose avec Claire Chapoutot, que vous connaissez, André. Et donc il est entre le Grand Bornand et Valloire. Donc voilà, voilà. Je me fais pas de soucis pour lui. Voilà, je suis très content qu'il termine sur finalement une belle saison. Il fait pas la saison de trop. Voilà, c'est à son image. Là, pour le coup, on se dit que c'est une page qui se tourne Oui. pour de vrai. Oui. On se souvient aussi de son frère Oui. qui avait allumé... François Cyril qui avait allumé François la Cyril vasque qui- olympique à Voilà. Albertville. Avec Platini. Oui, c'est 17 ans de carrière. Il est quand même resté toujours au haut niveau. Il a été blessé. C'est un bon résumé de ce qu'est le ski français avec des victoires, avec aussi de temps en temps des moments plus difficiles. Voilà, c'est une grosse page qui se tourne. Allez, Mathieu Bellé aussi, Oui, la alors, satisfaction. Mathieu Bellé, le Niçois qui remporte son premier podium. Donc voilà, ça se régénère. Les Français sont là, les champions arrivent. Voilà, il faut être un petit peu patient pour Mathieu, mais c'est un garçon talentueux et je pense qu'on va le revoir plusieurs fois sur le podium maintenant qu'il y a goûté. Absolument. Alors, le biathlon, on y va tout de Eh ben, suite. le biathlon. Il se passe des trucs étranges du côté du biathlon. Le biathlon, première victoire de Simon Détieux. Oui, Hein, Très bien. Ouais, oui. super. Et Émilien et Jacquelin. qu'est-ce qui se passe? Il est sur courant alternatif. Un coup ça va, un coup ça va pas. Fine gâchette où il tue des chamois de temps en temps quand les réglages sont pas bons. Je pense que c'est un peu Émilien, c'est-à-dire qu'il n'a pas toujours la régularité et qu'il est capable de coups d'éclat et de coups de moins bien. Voilà. Ça sera toujours, je pense, il va falloir qu'il gagne en régularité pour pouvoir avoir ce haut niveau. C'est pas simple. Parce que quand il est en haut, hein, Émilien. Quand il est en haut, c'est le meilleur, il tire très vite, mais ça peut de temps en temps se dérégler. C'est toute la difficulté du biathlon. On a le maire du Grand Bornand qui accueille une étape de biathlon. C'est des sports qui sont fantastiques parce que tout peut se débloquer sur un coup de dé, sur un tir, voilà, c'est ce qui fait le suspense et la beauté de ce sport. Hein. D'ailleurs, monsieur le maire, quand est-ce qu'est la prochaine étape de biathlon en Coupe du Monde au Grand Bornand? Écoutez, on aura, je pense, vraiment le plaisir de vous retrouver au mois de décembre prochain, en 2021, du 14 au 20 décembre prochain, puisque malheureusement, on n'a pas pu recevoir l'équipe de France en décembre dernier pour cause Covid. On pense bien sûr vous retrouver. Et puis, le Grand Bornand, vous savez, c'est la seule étape de Coupe du Monde, Annecy, le Grand Bornand. Et en 2021, et puis on le sera également 3 années consécutives ou presque, donc 2022, 2024 et 2025, puisque l'EBU a attribué récemment pour la prochaine Olympiade les Coupes du Monde. Avec du public, on l'espère. Écoutez, on avait 60 000 spectateurs. On espère en avoir tout autant et dans des conditions sanitaires qui le permettent, je l'espère. En tout cas, c'est vrai que c'est toute cette ambiance que vous avez décrite qui marque donc les esprits. Le biathlon, c'est vraiment une grande fête populaire. Et on l'espère. Et donc, oui, un gros bravo aussi à Simon Détieux pour sa victoire sur le sprint et sa 3e place sur la poursuite. Oui. C'est ça, Nové Mesto. Et on a 3 Français qui vont jouer des globes. Émilien Jacquelin pour la poursuite, Quentin Fillon-Maillet et puis Julia Simon des saisies. Belle saison, Julia. Belle saison. Exactement. Allez, du côté des mondiaux de ski nordique, alors là, une mention, puisqu'on est chauvin. Alors moi, Maurice Magnifica, bien évidemment, le Vertaco. Une médaille, mais une belle médaille, et ça en fait même 4, une médaille de bronze. Les bronzés font du ski en ski de fond, elle était facile. Et c'est vrai que s'ils sont habitués, abonnés à cette 3e place dans les grands rendez-vous depuis Sochi en 2014, mais avec là des relayeurs différents. Il y avait Maurice Magnifica, Hugo Lapalu, Jules Lapierre. Et c'est Cécile qui va me dire le 4e. Clément Paris. Voilà, Cécile qui est la maman de Jules Chapaz, qui est aussi un espoir du ski de fond à la Clusa. On peut en parler d'ailleurs de Jules. Jules, c'est pas une grande saison pour lui. Il a dû mettre fin à sa saison en raison de la mononucléose. Mais il a son petit frère qui est parti aujourd'hui en Coupe d'Europe. Donc voilà, la relève est là. Et puis Jules, il va rebondir pour l'année prochaine. C'est vrai que la Clusa, en plein envol en ce moment. La Clusa, comme les Aravis, c'est un pays de ski de fond, de ski nordique. On a eu des grands champions comme Vincent Vitoz. Donc voilà. On a eu des bosseurs aussi. Oui, on a eu des bosseurs, des skieurs, Guy Perilla, quand même, qui était. Voilà, donc non, c'est un pays de ski.
C'était une petite transition vers les mondiaux de boss, Oui. Cette fois-ci avec là des médailles, des médailles de partout. À Alors l'appel. Perrine, Perrine Lafont, championne du monde en individuel pour la première fois. Hein. Voilà, C'était c'est ce ça. qui lui manquait, les championnes olympiques. Elle avait été championne en double, en parallèle. Là, elle a gagné. Elle a gagné le Gros Globe cette année. Elle gagne tout. Elle est au sommet de son art. Je pense qu'elle va arriver sur orbite à Pékin en 2022 pour défendre son titre. Voilà, elle a, comme on le celui-là, dit, il compte vraiment, parce qu'on la voit ici, Oui. on voit cette émotion. Non, mais on la voit c'était- pas souvent aussi émue, en tout cas. On Oui, la voit oui. beaucoup exultée. Elle arrive encore j'allais dire, à être émue en gagnant alors qu'elle gagne tout. Donc ça veut dire qu'elle est encore fraîche dans sa tête. Et puis il y avait aussi chez les hommes Ben Cavé de Châtel qui prend la médaille d'argent en boss derrière le Canadien Kingsbury, qui fait aussi une très belle saison. Donc les Français sont vraiment au sommet de leur art dans cette discipline. Alors Châtel. Châtel, on parle de Châtel avec Ben Cavé. Châtel, les Portes du Soleil reprendront les championnats de France de ski alpin du 23 mars au 31 mars. Donc entre Châtel pour les épreuves de vitesse, Léger pour le slalom spécial et les Saint-Jean-d'Eau pour le géant. Voilà. À huis Donc clos. c'est à huis clos, mais c'est tout un territoire qui se mobilise, des stations, tous les clubs du district du Chablais qui ont décidé de relever ce challenge. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a encore de l'envie, de l'enthousiasme dans un hiver compliqué. Mais voilà, dans le Chablais, on se mobilise pour le ski de compétition. Donc on est très content d'aller finir la saison là-bas et de fêter avec les champions, sans public malheureusement, les bons résultats. Et de fêter encore ces champions encore plus forts Avec au chrono d'or. Avec les chronos d'or. Comment ça va se passer? Alors les chronos d'or se lancent là en ce moment sur le site de skichrono.com. Ce sont les Oscars de ski. Les Oscars du ski, c'est Toute un discipline. vote pour tous les internautes qui peuvent aller voter pour les champions dans les différentes catégories. Il y a plein de lots à gagner, des skis, des bâtons, des masques, des casques aussi, donc ne vous en privez pas. Jusqu'au 5 avril. Jusqu'au 5 avril, voilà. Et on fera une émission spéciale puisqu'on ne peut pas recevoir le public comme d'habitude, comme on le faisait à l'Impérial à Annecy. On sera dans une émission pour que on puisse se donner ce palmarès de ces champions. Et ça va être encore cette année du très très haut niveau vu les bons résultats du ski et du snowboard français. Donc ça ne sera pas en public à la rentrée. Non. Voilà. Je pense qu'on pourra peut-être me le voir sur Télé Grenoble Sûrement. si vous avez la gentillesse de diffuser cette émission. Absolument, absolument, avec plaisir. Allez, un focus. On va s'intéresser à ces jeunes qui préparent leur carrière et qui doivent nécessairement prendre les remontées mécaniques, eux, pour s'entraîner. Lilian Veillé, notre journaliste, a suivi les jeunes du GUC Ski au Settlo. Ce matin, sur le campus de Saint-Martin-d'Air, c'est le dernier départ. Pendant leurs 2 semaines de vacances, les jeunes du GUC Grenoble Ski ont pu profiter d'une belle opportunité en allant skier au Settlo. Je trouve qu'on a beaucoup de chance. Tous mes copains à l'école, ils skient pas, ou ils ont des activités à l'intérieur, du coup ils ne peuvent pas les faire. Et nous, on a énormément de chance, on a nos cartes qui nous montent. Et en plus, on peut skier. Je pense pas qu'il y ait mes copains à l'école qui font du ski, eux, pendant les vacances. Ça me fait plaisir parce qu'on a une opportunité de skier alors qu'il y en a d'autres qui doivent rester à Grenoble. Les remontées mécaniques sont ouvertes uniquement pour les compétiteurs et les mineurs licenciés des clubs de ski. Alors on en profite pour peaufiner sa glisse et passer ses niveaux. Je vais garder mes skis parallèles, je vais plus faire de chasse-neige et je vais écouter les consignes de mon professeur. Une fois habillé, on monte en station et à Prapoutel, la neige et le soleil sont au rendez-vous. Les conditions sont optimales. La neige est plutôt bonne, voilà, c'est bon. Après, c'est super de pouvoir faire du ski alors que tout le monde ne peut pas, quoi. D'habitude, il y a quand même beaucoup de monde sur les pistes. On a des adultes, puis il y a des groupes, d'autres groupes. Et là, il n'y a pas vraiment tout le monde, il n'y a que des enfants et des professeurs. Et c'est vraiment pas beaucoup sur les pistes. Au total, 4 remontées mécaniques fonctionnent, une au Plenay et 3 à Prapoutel pour rendre accessible 10% du domaine skiable, alors qu'ils ne sont que quelques centaines au total à descendre les pistes. Mais avec les annulations de vacances et le faible nombre de clubs qui ont pu rester ouverts, le GUC a lui vu ses licenciés augmenter cette année. La première semaine des vacances de février, on emmène environ 80 enfants et 60 la deuxième semaine. Et là, on est à 130 enfants la première semaine et 100 la deuxième. Pour la station cependant, entre le damage, la sécurisation des pistes et le personnel engagé, le manque à gagner reste important. On essaye d'être à l'équilibre financier des ouvertures. On va encaisser 150 000 € maximum sur la totalité de la saison, quels que soient les sites qu'on exploite. C'est une saison où on aurait dû encaisser 10 millions d'euros.
compte tenu des conditions d'enneigement. La saison de ski n'est pas encore finie pour ces jeunes qui pourront continuer à glisser les mercredis et les week-ends et garder le sourire. Alors 2 choses, c'est important donc pour ces jeunes de garder leur niveau déjà. Oui, il y avait 2 catégories de personnes qui pouvaient skier. Il y avait les débutants, les jeunes, le piou-piou ou les débutants adultes. Et puis il y avait les clubs, certains clubs qui, dans des stations où on ouvrait des remontées, pouvaient continuer à s'entraîner avec la licence FFS. Donc c'est important de maintenir le niveau, de s'entraîner, parce que pour ces jeunes qui sont au début de leur carrière, il y a un moment, il y aura de la concurrence à l'international. Et en Suisse, en Autriche, on ne s'est pas arrêté de skier. Et donc, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose, donc il ne faut pas prendre trop de retard. Et puis, important aussi pour la station de garder une activité, mais alors 150 000 € de rentrée. Oui, c'est maigre. C'est maigre. Mais on va en discuter avec notre invité André Périlla, qui est donc représentant de France Montagne. Quel bilan France Montagne tire de ces vacances d'hiver un petit peu inédites maintenant? Je crois qu'il y a 2 facettes. Il y a le rayon de soleil, j'en parlerai donc après, d'une quand même relative bonne fréquentation sur un certain nombre de sites de montagne, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Mais je crois qu'on ne peut pas passer sous silence donc, le côté sombre de cette année, malgré donc, la belle neige que nous avons eue dès le début de saison. Le côté sombre, en tout cas avec la fermeture des remontées mécaniques, ça vient d'être dit, eh bien, le monde de la montagne a subi de plein fouet les conséquences de cette pandémie. Subi plein de fouet avec des retombées économiques directes et indirectes qui sont conséquentes. Je rappelle que le chiffre d'affaires global de la montagne, c'est 10 milliards d'euros. C'est 10 milliards d'euros. Les remontées mécaniques, c'est 1,5 milliard en moyenne. Et là, on sera presque à zéro donc, de ce côté-là. Donc, c'est à la fois une catastrophe économique, mais aussi sociale, puisque c'est aussi 120 000 emplois qui en dépendent. C'est une conséquence avec des coûts durs pour les acteurs de la montagne, mais aussi toutes les entreprises des vallées qui en dépendent. C'est tout le ruissellement. Le ski arrose tout un réseau d'entreprises d'excellence qui travaillent pour le compte de la montagne. C'est tout un écosystème montagnard qui vit difficilement, avec des conséquences qui seront là. Et c'est aussi des établissements fermés, ne l'oublions pas. Beaucoup de villages de vacances, de clubs de vacances, de centres de vacances donc sont totalement fermés, n'ont pas pu ouvrir. C'est le cas aussi de certains hôtels. C'est en tout cas des conséquences aussi qui seront pour les collectivités. Parce que le ski et les collectivités, il y a un lien très étroit donc, dans ce monde de la montagne. Donc voilà pour tout cela. Alors, le rayon de soleil. Pardon. Le rayon de soleil, vous dites. Le rayon de soleil, oui. Si on peut parler du rayon de soleil, c'est vrai qu'il est là, c'est les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, quand même, les vacanciers ont fait confiance donc, à la montagne. Ils en ont eu besoin. Oui, déjà. Tout à fait. La montagne a une vraie valeur refuge. Les vacanciers, tout un chacun, qu'ils soient de proximité ou plus lointains, donc avaient besoin de ce ressourcement, de toutes ces valeurs que porte la montagne, de ces grands espaces, de la santé, du bien-être que cela peut dégager. Et puis également, je pense que la montagne est tout à fait dans ses grandes tendances sociétales. Et on l'a vu, les vacanciers sont venus tout au long de l'hiver. Ça nous a même parfois surpris. C'est-à-dire ce retour à la nature, cette reconnexion avec la nature, avec Espace. le plein air, avec les grands espaces, avec la santé, avec le grand air, l'air pur. Cette reconnexion, vraiment. Cette reconnexion donc, avec la nature, les gens en ont besoin. Déjà, on avait des signes très très forts l'été dernier, donc c'est sûr. Mais là, c'est confirmé, ça se confirme, ces grandes tendances sociétales qui sont très fortes. Et puis, on a eu le soleil, on a eu la neige, donc c'est cela. Et la montagne, en tout cas, elle a ses valeurs refuge par rapport à l'environnement. Ça a été aussi pour la montagne une année exceptionnelle pour toutes les activités nordiques. Il y a un boom sur le ski de randonnée, on le sait, donc là-dessus. Et la raquette On en parlera dans un moment. Bien évidemment. En tout cas, ce que je retiendrai, c'est qu'il y a un intérêt nouveau pour la montagne et surtout pour la culture montagne. Je pense que les gens qui sont venus donc cet hiver sont venus pour une autre vision de la montagne, une vision de la montagne avec ses habitants, avec ses guides, ses accompagnateurs et autres qui font vivre, et ils ont pris un temps pour découvrir tout cela.
Une vie, en fait, c'est-à-dire la vie en station, la vie en montagne. Tout à fait. Et pas nécessairement la consommation station habituelle, on va dire. Voilà, pour vivre, effectivement, pour vivre l'art de vivre en montagne. Je crois que c'est important, cet art de vivre en montagne. Il existe de partout, donc cet art de vivre. Et on l'a sans doute un peu redécouvert. Il était là. La multi-activité a toujours été présente en montagne, mais il y a eu un coup de projecteur. Les gens sont venus davantage sur cette multi-activité, ce qui me paraît donc important. Alors, si on peut parler de quelques chiffres, il y a en moyenne, on va parler de la moyenne, on est à un peu plus de 33% de taux d'occupation en moyenne sur l'ensemble des massifs français. Sûrement, les stations d'altitude ont davantage été affectées entre autres par la quasi-absence de la clientèle internationale, donc disons-le. Et les stations de plus moyenne altitude, basse altitude ont davantage été aussi, donc ont davantage accueilli. On monte jusqu'à 40, 45%, 50%, 60% pour des stations un peu plus de charme, globalement sur la saison, avec des pointes, même sur certaines semaines. C'était le cas dans les Aravis, je le dis, pratiquement de 75% de taux d'occupation. Mais tout cela ne fait pas oublier encore une fois, je le redis, donc les conséquences donc, économiques et sociales de cette pandémie qui sont une vraie réalité qu'il faudra donc assumer, sur lequel qui laissera forcément des traces dans le monde de la montagne. Mais en tout cas, ça a été aussi, je pense, avant tout, cette crise sanitaire, c'est un catalyseur et elle ne fait qu'accélérer les grandes tendances du moment. Mais on s'aperçoit quand même, et on le voit bien, que le moteur dans les stations, dans notre modèle économique, reste quand même le cœur du réacteur, l'air montée mécanique. Donc on ne va pas passer non plus d'un modèle comme ça à un autre modèle où il y a... Donc comment on y va? Je crois que les raisons, le ski restera la colonne vertébrale. Sur lequel, et pour un moment. Je crois que le besoin et l'intérêt du ski donc, est là, et c'est un moteur donc indéniable, c'est cette colonne vertébrale sur lequel il faudra que l'on parvienne à diversifier et à amener donc une vraie promesse montagne. S'appuyer vraiment sur de façon à additionner donc la glisse, additionner également tous les plaisirs simples qui vont autour de cette glisse. Et ce que l'on retiendra donc aussi, c'est que la montagne devient de plus en plus plurielle. Il faut qu'elle devienne de plus en plus plurielle. C'est une montagne qui doit être multi-activité, multi-saison, donc aussi. Et c'est ça, donc, ces grandes tendances. Donc, en termes de structure, est-ce qu'elle est à même, cette montagne et nos stations ici sur notre territoire? Est-ce que ces stations sont à même aujourd'hui de répondre à ces demandes, de stimuler encore aussi la demande? Par définition, la montagne, c'est un territoire d'une richesse patrimoniale exceptionnelle à l'échelle nationale. La montagne offre effectivement cette capacité donc à séduire, cette capacité donc à offrir ces grands espaces et autres. La montagne a tous les atouts, je pense, pour demain réussir et séduire. La montagne, c'est un milieu donc, qui est encore à découvrir. La montagne aura besoin de se réinventer, tout du moins de se repositionner. La multi-activité, je veux dire, a toujours été un peu présente. Elle est présente. Donc, on ne passe pas d'un modèle à un autre. Donc là, on a été en capacité de séduire cet hiver. Je pense que les personnes qui sont venues, mais sont reparties avec le sourire. Ont redécouvert. Donc il y a plein de choses à nous maintenant de surfer sur cela, à nous d'aller plus loin. Mais encore une fois, je veux dire, le moteur économique restera le ski, puisque le ski, on le dit, paye le ski, mais plus que le ski. Et c'est à toutes les difficultés qu'auront à faire donc l'ensemble des stations et leurs décideurs, c'est comment passer ce cap et comment donc organiser. Et c'est sûrement la performance d'aujourd'hui qui nous permettra de mieux réaliser cette transition écologique qui est nécessaire. Et comment le France Montagne, qui est l'organisme de promotion des massifs, va s'organiser pour justement, parler aux skieurs? Il y a la clientèle étrangère, vous en avez parlé, internationale, qui n'est pas venue. Il va falloir la reconquérir. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier la clientèle de proximité. C'est la plus près, par définition. Comment vous allez vous organiser? Effectivement, je crois qu'on est là, comme je l'ai dit, dans le passage d'une garantie neige à une garantie d'activité.
On est là dans la nécessité du renforcement de l'accueil dans les stations. On est là donc aussi pour correspondre donc aux nouvelles tendances. Les nouvelles tendances aussi, c'est de consommer plus proche, de consommer plus direct, d'avoir moins de déplacements donc à faire. C'est de consommer plus local. Et on a toute cette clientèle de proximité donc, qui est à nos portes, donc qui est très importante et qui est là. Mais il ne faut pas oublier que quand même la montagne française, le ski en France, on est dans le top 3 des destinations après l'Autriche, les États-Unis, et que l'on a en tout cas sûrement donc les plus grands domaines de ski et de glisse, et ça restera. Il faut que l'on porte encore davantage les valeurs autour de ces capacités qu'ont nos stations de montagne, qu'on mette en place, que l'on fasse encore davantage savoir toutes ces vraies valeurs, toutes ces grandes tendances, et qu'on réussisse cette transition donc écologique, cette transition énergétique, cette transition auquel nous sommes tous attachés. Et il faut que ce soit donc un travail en commun qui se porte là-dessus. Et je suis persuadé qu'on a de beaux jours devant nous. C'est ça qu'il faut regarder. Mais encore une fois, on a un cap ici à passer. Et croyez bien, quand on passe de pratiquement zéro à ce qui sera le cas, en tout cas pour les sociétés de remontée mécanique par rapport, je l'ai dit, donc un chiffre d'affaires global de 10 milliards d'euros, il y a donc là effectivement un moment qu'il va falloir bien examiner, et il y aura sûrement à ce qu'on mette en place, ce que l'État d'abord s'engage sur les compensations qu'il s'est engagé, les accompagnements, un plan de relance montagne qui doit s'inscrire pour que l'on puisse permettre, et encore une fois, c'est notre performance d'aujourd'hui qui nous permettra de mieux préparer demain. C'est difficile de parler d'opportunité avec cette crise sanitaire, mais finalement, vous avez eu une espèce d'expérience grandeur nature de cette montagne sans remontée, donc de cet immense chantier que vous avez devant vous. On parle ici aujourd'hui de promotion et de communication, de ces nouvelles tendances. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez concrètement investir, travailler différemment aussi avec les acteurs? Est-ce qu'on peut créer, investir en tout cas dans des structures, des produits pour répondre à cette demande, à cette tendance? Il y a besoin de se réinventer à partir des valeurs de la montagne. Pour se réinventer, ce ne sera pas seul que l'on peut se réinventer. Il faut effectivement qu'on travaille avec l'ensemble du collectif montagne. Il faut effectivement qu'on emmène avec nous tous les acteurs donc, économiques de la montagne, parce que je crois que c'est avec eux, avec les habitants, avec l'ensemble de ces acteurs, que l'on pourra effectivement monter et séduire encore davantage les gens. Oui, ce n'est pas un modèle contre un autre, c'est un modèle avec l'autre. Tout à fait, et c'est ensemble. Ça me paraît donc important. C'est ensemble qu'il faut que l'on arrive à conduire tous ces changements, encore une fois, mais en gardant en tête qu'effectivement que le ski, c'est la colonne vertébrale. Je vais prendre un exemple. Quand on a une bicyclette, un vélo, la roue qui tourne, même si on sait qu'on doit changer un peu de cap, ce n'est pas en mettant un bâton dans la roue, on va casser les rayons et on n'aura plus l'outil. Donc c'est tout à fait l'image. Il faut effectivement que l'on se serve de cet outil pour avancer, pour faire en sorte que l'on soit plus performant demain et que l'on corresponde à ces grandes tendances, avec sûrement plus de sobriété, mais aussi d'efficacité économique, c'est sûr. Et avec la simplification du parcours client, parce que c'est une des grosses demandes quand on vient l'hiver en montagne, c'est de simplifier ce parcours. Tout à fait. Et ce que nous aura appris aussi la crise, c'est que le client voudra beaucoup plus de réactivité dans les réservations, dans peut-être des séjours courts, dans des séjours plus adaptés, modulables, dans des produits donc mixtes, dans des produits donc de multi-activités. Et ce qu'il compte avant tout, c'est que l'on puisse faire vivre l'expérience montagne donc aux clients. Et en montagne, on a des vraies valeurs, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Eh bien, on va rester justement sur cette tendance avec le mode diversification, toujours de cet esprit montagne pour cet hiver. Et on prend la direction du col d'Ornon avec toujours notre journaliste Lilian Vellier qui, cette fois, a chaussé les raquettes pour l'activité tendance de l'hiver. Les pieds dans la poudreuse, mais surtout dans les raquettes. Plusieurs touristes ont choisi le col d'Ornon. En 3 ans, Emma Tézine à 1371 mètres d'altitude pour passer leurs vacances et s'initier à la raquette à neige. C'est sympa, on est en pleine nature.
Donc c'était très agréable, vraiment. C'est la première fois que je viens en montagne. Pour moi, ça a été parfait. Ma première sortie raquette, c'est ça. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé à la fois l'environnement naturel. On est vraiment dans la nature. Une activité très simple qui nécessite quand même une ou deux explications. Si vous étiez sans raquette, vous vous enfonceriez. Le fait d'avoir la raquette, ça fait une répartition, vous avez une pression plus importante sur le sol, ce qui permet d'avancer sans problème. Éviter de marcher sur les pistes de ski de fond, suivre le balisage et respecter d'autres petits conseils techniques. Elle nous a expliqué qu'avec les raquettes, il ne fallait pas reculer, sinon on risquait de tomber et qu'il fallait faire un tour sur soi-même lorsqu'on voulait changer de direction. Pas très compliqué donc, mais quand même un peu physique. Ouais, ça monte bien, c'est un petit peu sportif, mais bon, c'est quand même accessible à tous les niveaux. Mais la raquette attire et particulièrement cette année. Entre la fermeture des remontées mécaniques et le très bon enneigement, les vacanciers se sont montrés nombreux au col d'Ornon. Le foyer de fond a été dévalisé pour le matériel, que ce soit en ski et aussi bien en raquette. Vraiment, on a été dévalisé. Les gens se sont intéressés et ont apprécié, je pense, de découvrir la montagne autrement cette année. En plus des 8 pistes de ski alpin et des 4 pistes de ski de fond, la station du col d'Ornon compte 7 circuits de raquettes balisés. De 800 mètres pour une petite balade à plus de 5 km pour une randonnée sportive, les itinéraires montent et descendent à travers champs et forêts et permettent surtout d'admirer la vue. C'est ce sommet-là. Alors le Taillefer, lui, fait 2857 mètres. D'un côté, c'est le Taillefer qui pointe le bout de son nez, de l'autre, le Petit Renault et le massif des Écrins. On est totalement entouré par la montagne et la nature. Ce qui plaît dans la raquette, c'est un peu ce côté randonnée, parce que de toute façon, les circuits de raquette prennent les circuits de randonnée de l'été et suivent beaucoup ce chemin-là. Donc c'est ce côté, se promener dans la nature, sans contrainte, à son rythme, comme on veut, on s'arrête comme on veut, on regarde. Les touristes sont venus chercher le silence et le calme du col pour se balader en raquette, parmi les 770 km d'itinéraires balisés et sécurisés en Isère. Voilà, on ne pouvait pas mieux faire pour la promotion de cette activité qui a vraiment séduit énormément de vacanciers, des nouveaux pratiquants. C'est assez technique, attention, ça Lilian l'a bien souligné. Finalement, ça n'est pas qu'une petite marche dans la neige. Cécile? Non, il y a une position montée, descente, c'est technique. Techniquement, il suffit de savoir marcher. C'est pas non plus... il suffit de savoir marcher, c'est pour ça que la pratique, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Après, techniquement, il y a des modèles qui nous permettent d'aller dans des endroits qui sont un peu plus exposés. On peut faire de la marche d'approche pour aller faire de la cascade de glace si on monte à l'extrême. Et puis, sinon, on peut se promener, suivre des traces d'animaux, juste marcher, juste être dehors. Les gens avaient vraiment envie d'être dehors, sans masque, loin des sentiers battus cette année. Et comme les remontées mécaniques étaient fermées, évidemment, ça leur permettait d'avoir une activité en fusion totale avec la neige et l'environnement dans lequel ils étaient. On s'est croisés fin novembre dans l'atelier au Glésin à Anne-Sylvieux de TSL, où c'était vraiment... il y avait du montage de partout, de la fabrication, du montage. Ça s'est calmé ? Ça s'est calmé, enfin, j'aurais tendance à dire. Ça a été vraiment un hiver super intense, même... on est habitué au flux saisonnier, puisque nous, il y a de la neige, on travaille, il n'y a pas de neige, on ne travaille pas. Donc vous travaillez depuis la conception déjà, ça il faut le dire aussi. C'est vraiment de la conception, tout à fait, c'est vraiment tout le chemin de la raquette. C'est une entreprise qui est vraiment, qui maîtrise entièrement de la paillette plastique à la conception jusqu'au produit final qui part à l'international d'ailleurs. Enfin voilà, du coup, je reviens, je voulais dire quoi déjà ? On disait que ça fourmillait vraiment déjà. Est-ce que ça s'était calmé dans cette ruche ? Alors en fait, ça a été, c'est vraiment été, je disais qu'on était habitué au flux saisonnier, mais alors cette année, c'était juste inimaginable. On a, en 3 jours, on va dire, tous les feux se sont mis au vert pour nous. Donc au début, les magasins étaient fermés en novembre, donc ils avaient stoppé complètement leurs commandes. Les magasins ont ouvert le 27 novembre, donc les magasins ont recommandé leurs produits. Il neigeait des quantités de neige abondantes partout, en Europe en tout cas. Les magasins ont été dévalisés. Les magasins ont été dévalisés. Ils annoncent la fermeture des remontées. Comment vous vous êtes adapté à ça alors justement ? Il a fallu produire plus Il a fallu produire plus. Alors nous, on a de la chance de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Donc ça nous a sauvés parce que quand on met l'humain au cœur de l'entreprise, derrière, on peut demander beaucoup. Et du coup, on a demandé beaucoup à nos salariés qui ont répondu présent. On a fait appel à des intérims.
On maîtrise à 95% nos produits puisque notre entreprise elle a ses 2 propres boîtes d'injection plastique qui sont 95% des composants d'une raquette à neige aujourd'hui. Nos transporteurs sont locaux. Les rares pièces qui sont par exemple des crampons en acier ou des griffes en inox viennent de la vallée d'Arves. Enfin, on maîtrise aussi nos fournisseurs et on vit beaucoup en local et du coup ça nous a permis d'être très réactifs. Et de pallier à ce phénomène qui était vraiment un truc de fou. Un chiffre, dans un hiver normal, vous produisiez combien de paires de raquettes par jour? Dans un hiver normal, on fabrique 1500 paires de raquettes à neige par jour. Alors quand on fabrique 1500 paires de raquettes à jour, on envoie 1500 paires de raquettes par jour. Là, c'était quoi les volumes qu'on vous demandait? Et là, on avait 10 000 paires. Sur certaines périodes des pics, on avait 10 000 paires de commandes par jour au téléphone. Et on arrivait à envoyer 3000 paires en mettant en place les 3-8, le travail le week-end, les gens des bureaux qui allaient monter des raquettes le soir. Enfin, c'était vraiment la maison du Père Noël avec les lutins qui étaient à bloc toute la journée, quoi. Deux mots d'histoire, parce que l'aventure de TSL a commencé dans un garage à la Clusa. Un garage, oui. Ouais. En fait, ça a commencé par une bande de copains qui étaient tous moniteurs de ski, accompagnateurs moyenne montagne, qui se sont rendus compte qu'en fait... Bibolet, c'est ça C'était quand? Dans l'équipe, c'était en 80. Dans l'équipe, il y avait Jean-Claude Bibolet, qui a depuis créé d'autres produits. Et donc, ils se sont rendus compte que le soir, les clients, ils étaient demandeurs de faire autre chose que du ski alpin la journée. Du coup, ils les ont emmenés à manger une raclette le soir en raquette à neige. C'était l'expérience de leur vie et tout. Ils l'avaient ramené du Canada. Oui, la raquette, c'est celle qu'on voit. Voilà, c'est une raquette... la raquette du trappeur. Ouais, voilà. De David Croquette. Et avec cette raquette-là, il a monté une raquette... alors, on ne vous entend pas très bien. Voilà. Il a fait une raquette similaire, mais en plastique. Ça, c'était les premières raquettes de TSL. Ensuite... Parce que là, vous avez un modèle. Là, on est dans l'origine de la raquette. On n'est pas exactement... là, on est dans l'origine de la raquette. En fait, TSL a créé la raquette loisir. Mais avant, de tout temps, les raquettes existaient. C'était pour les Indiens se déplacer, on peut la pour voir, manger, d'ailleurs. Suivre les traces d'animaux. Ça, c'était plutôt une raquette alpine. Par exemple, les paysans, ils avaient des raquettes pour aller récupérer leur foin qu'ils avaient laissé dans les petits greniers d'été et qu'ils les redescendaient. Voilà, parce que TSL, ça veut dire quoi exactement à l'origine? TSL, à la base, ça voulait dire Thônes Sport Loisirs. D'accord, Thônes, capitale du Roblechon. Parce que la bande de copains avait leur entreprise à Thônes. D'accord. Ensuite, en 86, Philippe Gallet rachète l'entreprise. Et là, il s'installe dans le garage chez lui à la Clusa. En 92, il achète sa boîte d'injection plastique pour maîtriser. Il avait déjà cette envie de maîtriser sa production. Il m'embauche. C'était la meilleure chose qu'il a faite. Voilà. Ouais. Non. Et ensuite, notre premier importateur, c'est la Suisse, 92 aussi. Donc c'était voilà. Puis le garage commence à devenir trop petit. 2005, on construit à Alex. On déménage à 95, pardon. 95 Alex. Et 2005, on déménage encore au Glésin sur une surface qui est 6400 m² où on est encore aujourd'hui. Voilà. C'est marrant parce que ça fait penser à l'histoire de Snow Leader aussi, qui a commencé dans un petit garage pareil à Alex, et qui maintenant est devenu... En fait, il louait nos anciens locaux d'Alex, en fait. Snow Leader est lié à l'histoire de TSL aussi, et toujours d'ailleurs. Donc là, alors on a vu un petit peu l'origine. On est dans le alors, haut de gamme, en tout cas, ça, ce sont vos derniers produits? Non, alors le haut de gamme, il est présenté sur la table. Ça, c'est un moyenne gamme. C'est un produit... une cale de montée. En fait, on a toujours breveté, on a toujours voulu... L'innovation, votre point fort. L'innovation. Notre Philippe Gallet, c'est un inventeur, en fait. Il adore les produits. Et même quand la boîte avait peu de moyens, il a toujours mis beaucoup de moyens à la recherche-développement, au brevet. Et clairement, ça nous a sauvés. Ça, par exemple, sur ce brevet-là, on a la taille de guêpe. Donc, la taille de guêpe, c'est la forme de la raquette. Parce que le carving... C'est tellement rare que je puisse montrer ma taille. Ça nous a sauvé de pas mal de brevets. Voilà, la position, c'est hyper facile en plus à manier. Et ça marche bien. Celle-là, elle se vend aujourd'hui. Oui, bien sûr. André, la raquette, vous en faites? Vous en avez fait? Écoutez, donc je crois
ça fait partie des activités qu'on ne peut se passer, faire de la raquette. Je fais plus du ski de fond, du ski d'une manière générale, un peu de ski de randonnée. Mais la raquette a toute sa place dans l'offre de la montagne. Elle correspond, je pense, et ça c'est aussi donc un des critères forts qu'on a remarqué cette année, où très souvent les gens ont une pratique personnelle. Quand on faisait du ski de fond, en fatigue personnelle, on s'entraîne. Eh bien cette année, donc, j'ai été frappé par le fait que les gens veulent se retrouver en famille, veulent passer des moments forts. Et ça, c'est important. Et le faire au travers d'une balade en raquette, c'est merveilleux parce que l'on peut à la fois satisfaire donc, les parents, les enfants, les ados, tout le monde y trouve son compte. Et de la même manière, donc, sur les skis de fond, on a retrouvé aussi beaucoup de gens qui l'ont pratiqué de manière collective. Ça aussi, c'est une tendance sociétale, c'est de faire des choses ensemble. Et la montagne permet de faire des choses ensemble. Alors, en un mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission, comment est-ce que vous allez vous appuyer sur cette expérience de cette année, justement? Parce que là, vous repensez aussi? Là, tout le monde a une paire de raquettes. Maintenant, vous allez faire quoi l'année prochaine? Nous, on pense qu'on a un virage de la raquette à neige. Je pense que déjà, il y a pas mal de gens qui ont été frustrés parce que malgré toute la production qu'on a fait, on est monté jusqu'à 210 000 paires, sur 70 000 paires qui étaient prévues au début. Donc quand même, on a multiplié par 3. Et on a eu quand même beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur paire de raquettes. Donc déjà, on voit bien aujourd'hui, on a nos représentants qui attaquent à tourner dans les magasins pour les commandes de l'année prochaine. Et ils nous annoncent des augmentations de 40%. Donc on est plutôt assez confiants. Après, évidemment, si l'or blanc ne vient pas, ça va être plus compliqué. Mais nous, on est optimistes tout le temps. Donc on est confiants. Et on pense que l'activité raquette va continuer de progresser, notamment à l'international. Aujourd'hui, on a une explosion de l'Amérique du Nord et du Canada. On va poursuivre là. Et voilà, il y a encore de belles choses à faire. Et puis, il y a encore des innovations dans le cerveau de Philippe Gallet? Toujours. Ouais. Et là, en plus, il y aura des moyens cette année. Donc, il va peut-être voir des choses sortir. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Bien sûr, l'année prochaine. Voilà, je reviendrai. On se dit rendez-vous dans un an. Merci beaucoup, André Périlla. Gardez-le, ce sourire. C'est important. Et on sait qu'il y a un beau chantier aussi devant vous. Merci beaucoup. Également, Cécile Chapas. Merci Laurent Davier. On vous retrouve très vite ici sur ce plateau. Merci de votre fidélité. Au revoir. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles.